Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les étudiants de première année bac sciences X. L'unité 3, les communications hormonales et nerveuses. Les communications hormonales, التواصلات الهرمونية والعصبية. Donc, les communications hormonales et nerveuses, introduction au cours de ces fonctions, c'est-à-dire les fonctions du corps, mobilité, alimentation, réflexion, etc. Le corps humain a besoin de communication entre ses organes. Donc, les communications, par exemple, entre le cerveau et les mains, les communications entre le cerveau et le corps, les communications entre le cerveau et les pieds, les communications entre le cerveau et la bouche, les communications entre les mains, donc voilà, entre les organes du corps. Donc, ces communications ont besoin de se faire par par l'intermédiaire, par le biais de deux types de systèmes. Système de communication. Le premier système, c'est le système hormonal. Les communications sont établies par des messages chimiques. Donc, les communications hormonales sont établies par des messages chimiques, des messages de nature chimique, c'est-à-dire ce sont des hormones. Les hormones sont sécrétées par des cellules. Donc, les cellules sécrètent les hormones dans le sang. Et le sang transporte le sang vers le reste du corps. Donc, par exemple, une glande sécrète un hormone dans le sang et le sang transporte cette hormone vers le reste du corps. Donc, voilà. Le deuxième système, c'est le système nerveux. Les communications s'établissent par des messages électriques ou chimiques. Donc, des messages électriques ou chimiques. On appelle cette fois les messages du système nerveux les neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs, revient à communication nerveuse. Neuro, c'est quelque chose qui est lié au système nerveux. Et les transmetteurs, ce sont des médias, des substances chimiques euh, ou qui établit la relation, la communication entre les organes. Donc, ces substances chimiques ou ces messages électriques sont sécrétés par des cellules nerveuses. Donc, comment le message hormonal se transporte-t-il entre les cellules? Quels sont impacts? Quelle est la nature du message nerveux? Comment ce message est-il transféré entre les cellules? Donc, maintenant, chapitre 1, la communication hormonale. Donc, chapitre 1, la communication hormonale. À la demande de leur médecin, Fatima et Aisha ont effectué une analyse du sang afin de détecter leur glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. C'est la concentration de glucose dans le sang. Les résultats de l'analyse sont les suivants. Valeur de référence pour la glycémie chez un homme sain, chez une personne saine. Donc, les valeurs de référence, c'est entre 0,74 et 1,10 grammes par litre. C'est-à-dire les valeurs entre 0,74 et 1,10, ce sont des valeurs normales. Des valeurs indiquent que la personne est normale et saine. Donc, au-delà, c'est-à-dire inférieur à 0,74 ou supérieur à 1,10, c'est donc la personne est malade, est malade ou bien est diabétique. La glycémie pendant le jeûne de Madame Fatima est 0,9 g par litre. La glycémie pendant le jeûne de Madame Aisha est 1,30 g par litre. Donc, jeûne, ça veut dire siyam. Donc, jeûne, siyam. Donc, en lisant cette analyse, le médecin a déclaré que Madame Fatima n'avait pas de diabète et que Madame Aisha souffre de cette maladie en raison d'un trouble dans le système de régulation hormonale de la glycémie, contrairement à Madame Fatima. Donc, Madame Fatima est non diabétique, غير مريضة بالسكر, et Madame Aisha est diabétique, مريضة بمرض السكري.
Donc, pourquoi le médecin a dit à Aïcha qu'il était diabétique? Comment le médecin a-t-il expliqué la cause du diabète de Madame Aïcha? Pour formuler un problème scientifique liant la régulation hormonale de la glycémie et le diabète, proposer des questions liées au système de régulation hormonale de la glycémie. Donc, pourquoi le médecin a dit à Madame Aïcha qu'il était diabétique? Pourquoi? Parce que la valeur de glycémie à jeun chez Madame Aïcha est supérieure à la valeur de référence. C'est 1,3, 1,3 est supérieur à 1,10. Donc la glycémie pendant le jeûne de Madame Aïcha est 1,3 g par litre supérieur à la valeur de référence de la glycémie 1,10 g par litre. Comment les médecins, voilà, donc formuler un problème scientifique liant la régulation hormonale de la glycémie et le diabète. Donc le problème scientifique, c'est que quelle est la relation entre la glycémie et la régulation hormonale? C'est-à-dire quelle est la relation entre le taux de glucose ou la concentration de glucose dans le sang et la régulation hormonale, et pourquoi le diabète est apparu pendant l'hyperglycémie après un dysfonctionnement de la régulation hormonale. L'hyperglycémie, c'est-à-dire le taux très élevé de glycémie, supérieur à la normale. Hyper, c'est-à-dire أكثر من normal. Donc, on dit pourquoi le diabète est apparu pendant l'hyperglycémie après un dysfonctionnement ou un trouble dans le système de régulation hormonale. Donc, proposer des questions. Donc, quels sont les mécanismes de régulation hormonale de la glycémie? Quelle est la nature chimique des hormones impliquées dans cette régulation? Quelles sont les structures produisantes ces hormones? Donc, quels sont les mécanismes de régulation hormonale de la glycémie? Les mécanismes de régulation, la nature chimique des hormones impliquées, la nature chimique des hormones impliquées dans cette régulation, quelles sont les structures produisantes ces hormones? Donc, les méthodes, l'activité 1, glycémie, un facteur biologique constant. Donc, méthode de mesure de la glycémie. Pour détecter la présence de glucose dans le sang, en utilisant plusieurs méthodes, parmi elles. Donc, le glycomètre, donc, ou lecteur de glycémie. Lecteur de glycémie, c'est un appareil permettant de mesurer rapidement et précisément le taux de glucose dans le sang. Ça veut dire qu'il donne des chiffres exacts et très rapides. Donc, les bandelettes réactives permettent d'estimer le taux de glucose dans le sang en comparant la couleur obtenue à l'échelle indiquée dans la boîte. Donc, ce sont les bandelettes réactives. Donc, les bandelettes réactives ne donnent pas des chiffres exacts. Donc, c'est une estimation du taux de glucose. Donc, en comparant la couleur obtenue, donc après, voilà, après le test, donc on met une goutte de sang sur la bandelette réactive et on attend que la couleur apparue, donc la couleur qui est apparue, on le compare avec les couleurs existantes dans le bandelette réactive. Donc ça donne une estimation de taux de glucose et pas des chiffres exacts. Donc si on peut comparer entre les deux méthodes, le glucomètre et le bandelette réactive. Donc ça, c'est les méthodes de mesure. Bon, il y a aussi plusieurs méthodes, mais il y a des analyses, etc. Mais les deux méthodes utilisées couramment, c'est le glucomètre et les bandelettes réactives. On a trois documents. Analyser les résultats représentés sur les documents 1, 2, 3 comme niveau. Donc on a les glycémies après l'ingestion de glucose, après une prise de repas. Après de glucose 60 grammes. Donc بدا أكل 75 grammes ديال الجلوكوز. Donc avant on a le glycémie c'est 0,9 après. Donc le temps 0. Donc la glycémie est 0,9. Après l'ingestion de glucose, on constate une augmentation de glycémie jusqu'à 1,3 et au bout de 30 minutes et après on a une diminution du taux de glucose
jusqu'à il atteint sa valeur initiale, c'est-à-dire 0,9 ou 0,9-0,8. Donc, la courbe représente la variation de la glycémie après l'ingestion de 75 grammes de glucose dans le temps où on observe que la glycémie augmente jusqu'à 1,3 g par litre au cours de la première demi-heure, puis diminue avec le temps pour se stabiliser à sa valeur initiale. Donc, le deuxième document, donc on mesure le taux de glycémie, le taux de glucose dans le sang, après 10 heures, après le repas, après un jeûne de 33 jours, après jeûne de 30 jours. Donc, نقيس تركيز الجلوكوز في الدم، يعني 10 ساعات بعد وجبة، ثم 3 أيام بعد 3 أيام من الصيام، وبعد 30 يوما من الصيام. Donc, on constate que le taux de glycémie reste inchangeable, ou la variation est légèrement faible. Donc entre 0,9 premier après 10 heures de repas et 0,7-0,8 après 30 heures de jeûne. Donc là, malgré les périodes de jeûne, la glycémie n'est que légèrement modifiée. Donc, il y a un système qui est maintenu la glycémie ou le taux de glucose constant. Donc, on trouve que le taux de glucose, par exemple, après jeûne de 30 jours, le taux de glucose reste donc entre 0,6 et 0,7. Donc, malgré l'absence d'apport de glucose. ما كاينش الجلوكوز، ولكن التو دو جلوكوز دونك في الصون كاين عندنا 0,6 0,8. ورغم انه ما كاينش واحد الجلوكوز من على برا، دونك كاين الصيام لمده 30 يوما، رغم ذلك كنلقاو ان الجلوكوز كاين في الدم. دونك منين جا الدم، دونك كاين شي حاجه اللي هي كتخلي الدم كونستون، كتخلي لا كونسونطراسيون ديال الجلوكوز كونستون. Donc voilà, la glycémie, facteur biologique constant. Donc là, après soit un petit déjeuner, ou là un déjeuner, ou là après l'activité physique, le dîner, sommeil, donc on constate que le taux de glucose, la glycémie, elle reste inchangeable. Donc après une augmentation, elle devient après une augmentation ou une diminution, le taux de glucose reste inchangeable, c'est entre 0,7, 0,8, entre 0,9, 0,1, donc ما كتغيرش. Donc on peut dire que la glycémie, c'est un facteur biologique constant. Donc après un repas ou une activité physique, la glycémie augmente légèrement puis revient à son état initial. Donc malgré la variation des conditions physiologiques, donc la glycémie reste constante autour d'une valeur moyenne de 1 g chez une personne en bonne santé. Donc nous en concluons que la glycémie est un facteur biologique constant soumis à la régulation